et plus ce problème de légitimité se pose, et on sait bien qu'on est plus proche de son maire que de son député, on est plus proche de son député que du voisin, et ainsi de suite. Et donc, de ce point de vue-là, la gouvernance internationale, aussi longtemps qu'il n'y a pas de sentiment d'appartenance globale qui fonderait un sentiment communautaire qui justifierait un pouvoir légitime, est immanquablement en manque permanent de légitimité. On peut rêver d'un jour, peut-être dans le futur, dans quelques siècles, il y aura des citoyens du monde partout et on aura le sentiment d'appartenir à une communauté politique mondiale, comme on a le sentiment d'appartenir à une région ou à un pays. Je crois que le monde n'est pas la veille, si on peut être réaliste. Et donc, parce qu'il n'y a pas de démos global, il n'y a pas de police globale. Et ceci est le problème principal de la gouvernance globale. Il y en a d'autres, parce que ce qu'on attend d'un pouvoir politique, c'est pas seulement d'être légitime, c'est de produire des résultats, c'est de produire du leadership, c'est de produire de l'efficacité, c'est de produire de la cohérence. Et sur chacun de ces outputs d'un système de gouvernance, la gouvernance globale est en faiblesse, qui est le leader. Question difficile. Si c'est un pays, ça pose des problèmes. Si ça n'est pas un pays, ça en pose d'autres. Question qui demeure ouverte, y compris dans le système actuel, où se fait la cohérence entre les différents morceaux du système international, et notamment les organisations internationales qui, comme vous le savez, sont spécialisées. Ça a commencé à la fin du 19e avec les télégraphes et les téléphones. Ça s'est terminé pour l'instant par la création de la Cour pénale internationale à la fin des années 90. Ces systèmes sont spécialisés. Il y a une organisation du commerce, il y en a une pour le travail, il y en a une pour la santé, il y en a une pour les télécommunications, etc. Et évidemment, ceci pose des problèmes de cohérence qui ne sont pas réglés par la théorie westphalienne, aux yeux desquels il n'y a pas de problème de cohérence. La théorie westphalienne implique, en mathématiques, une notion de transitivité de la cohérence, comme elle implique une notion de transitivité de la légitimité. Les États-nations, par définition, sont souverains, sont légitimes, sont cohérents, et donc le produit d'actions communes par ces États-nations souverains bénéficie du même attribut de cohérence, d'efficacité et de légitimité, en théorie. On sait bien, en réalité, qu'il en va autrement. Il suffit d'avoir vécu quelques années dans le système international pour savoir que la distance entre la théorie et la pratique est parfois tellement formidable que j'ai connu certains diplomates qui définissaient la souveraineté dans le monde moderne comme la capacité d'être incohérent, y compris dans des organisations internationales. Donc, ce système existe, il a été petit à petit construit, et c'est un processus historique qui, encore une fois, s'est mené, mais il faut bien reconnaître que depuis un certain temps, la construction de ce système a ralenti pour des raisons qui tiennent essentiellement d'abord à la multiplication des acteurs, l'émergence de pays en développement, et ça n'est pas fini, on a connu une première génération, une deuxième génération se prépare, dans laquelle d'ailleurs je rangerais volontiers un continent auquel les Européens, à mon avis, ne portent pas assez d'attention stratégique qui est l'Afrique. Ceci a entraîné une recomposition des forces économiques et donc des forces géopolitiques dans le monde. Et la deuxième raison, c'est qu'à supposer même que ces acteurs parviennent à retrouver des combinaisons sur une échelle beaucoup plus grande que par le passé, ce monde multipolaire dont on parle tant, encore faudrait-il que chacun admette des règles du jeu communes. Or, ces règles du jeu, celles du système international aujourd'hui, ont été formatées, inventées, parfois imposées par le monde occidental. Et il est assez naturel que, si je puis dire, les nouveaux venus à la table aient parfois des doutes sur la validité de ces règles. Il suffit de voir tout ce qui touche, par exemple, au problème de composition du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je ne
prends que cet exemple pour voir que dans le monde d'aujourd'hui, ce privilège qui a été donné à quelques vainqueurs d'avoir non seulement un Parlement mais un droit de veto ne fait pas de sens. Je sais qu'en disant ça, je casse un des codes de la diplomatie française, mais il faut parfois regarder un peu plus loin. On notera d'ailleurs que ce système international, qui encore une fois existe, il y a du droit international, il y a un jusqu'au gain, il y a une charte des Nations Unies, il y a une déclaration universelle des droits de l'homme. Quand on la lit près, on voit que tout ça, ce sont des mots qui peuvent être interprétés de manière assez diverse. Donc, il y a des éléments, mais ces éléments ne correspondent pas, et on a vu, prenons l'exemple de l'échec jusqu'à présent des négociations sur l'environnement, qui sont typiques d'une question globale, qui butent sur des problèmes d'intérêt, bien compris, au demeurant d'États-nations souverains, et notamment parce que ce système international dose les efforts, traditionnellement, en tout cas depuis la Seconde Guerre mondiale, dose les efforts en fonction du niveau de développement des pays. Or, à partir du moment quand le monde était, si je puis dire, stable, quand les riches étaient forts et que les pauvres étaient faibles, le système était assez simple. À partir du moment où les pauvres commencent à devenir forts, parce qu'ils deviennent moins pauvres, et où les riches deviennent moins forts parce qu'ils ne sont plus si riches que ça, alors les règles changent. Je prends l'exemple des émissions de carbone. Si vous assistez à un dialogue schématique entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis disent à la Chine, vous êtes maintenant le principal pays émetteur de carbone, et donc vous devez accepter les disciplines. Et la Chine répond aux États-Unis, oui, tout ça c'est vrai, mais si je regarde les émissions de carbone par tête, vous êtes encore 3 ou 4 fois plus émetteur de CO2 que nous, et donc c'est d'abord à vous qu'intervient la responsabilité de mettre de l'ordre dans ce système. Et d'ailleurs, si vous devez nous expliquer à nous Chinois que notre développement sera contraint par cela, alors que vous avez pendant plusieurs siècles exercé le vôtre sans aucune contrainte, ce dont nous sommes maintenant les victimes en tant qu'habitants de cette planète, on bute sur ce genre de questions. J'ai bien d'ailleurs vécu ça à l'OMC. Il se trouve qu'un accord important est intervenu à Bali la semaine dernière, donc il va peut-être débloquer un peu un certain nombre de négociations. Mais disons la question de savoir si est-ce que la Chine est un pays riche avec beaucoup de pauvres, ou est-ce qu'elle est un pays pauvre avec beaucoup de riches, selon la manière dont on répond à cette question, beaucoup de conséquences dans le système international s'en trouvent affectées. On notera au passage que l'essentiel des progrès qui a été fait dans ce système international l'a été à l'occasion de catastrophes, de crises, de guerres, de génocides, de crises économiques comme celle que nous essayons tous de sortir péniblement. La réalité étant que le système westphalien est très solide, très ancré dans les mentalités, dans les structures, et qu'il faut une énergie politique considérable pour en sortir. Sortir de l'attraction westphalienne suppose une énergie physique énorme, et jusqu'à présent, seules les crises, que ce soit le mouvement, la vague qui a suivi la Première Guerre mondiale, la vague plus importante qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi a-t-on créé la Cour pénale internationale? En gros, parce que il s'est passé des catastrophes comme le génocide rwandais qui ont quand même fini par convaincre un certain nombre de gens qu'on ne pouvait pas laisser impunis des horreurs de ce type. Et si je prends à une échelle plus modeste la transformation du G8 en G20, j'ai été Sherpa du G8 quand j'étais directeur de cabinet de l'Or pendant 10 ans de ma vie. C'était une époque où nous savions tous, nous membres du G8, que le G8 avait perdu sa pertinence. Il a fallu la crise de 2008, c'est-à-dire une catastrophe financière, bancaire, économique, puis sociale, pour que enfin ce G8 accepte de se transformer en G20, alors que c'était absolument évident pour tout le monde auparavant. Donc nous avons
ce problème, si, à moins de penser qu'il faut provoquer des crises pour provoquer la réaction à des crises qui permettraient des progrès de cette gouvernance, que je crois personne ne peut souhaiter. Nous vivons dans un monde qui est certainement meilleur de celui que l'humanité a vécu, même s'il y a un certain nombre de risques ou de menaces auxquels il faut faire face. Il va falloir, si l'on est quelque peu optimiste, il va falloir améliorer ces dispositifs de gouvernance sans compter sur la prochaine catastrophe globale. Et c'est là que je voudrais, avant de conclure, évoquer quelques pistes pour, au fond, comment traiter ces questions, comment, dans ce contexte que j'ai décrit à peu près, comment essayer de provoquer, de fonder, d'atteindre quelques progrès.